Voilà, merci Monsieur le Ministre, et on vous prie de bien vouloir excuser le maintenant plus du quart d'heure de retard. Mais vous avez bien compris, pour l'avoir croisé, que nous auditionnions juste avant vous Madame la Ministre de l'Écologie, de l'Énergie et du Développement durable. Nous allons donc maintenant procéder à l'audition de Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget auprès du ministre des Finances et des Comptes publics. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Monsieur le ministre, s'agissant de l'impact économique et financier de la pollution de l'air, la vision que vous pouvez avoir de cette question nous intéresse, comme vous en doutez, particulièrement. Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, je vais maintenant vous demander de bien vouloir prêter serment en rappelant, mais vous le savez, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Monsieur Christian Eckert, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci. À l'issue de votre exposé introductif, ma collègue rapporteure de la commission d'enquête, Leïla Aïchi, vous posera un certain nombre de questions, puis entouré avec mes collègues présents ou qui pourraient nous rejoindre, nous aurons un temps d'échange et nous nous donnons, si vous en êtes d'accord, 1 heure comme périmètre temporaire, même si auparavant nous n'avons pas tout à fait respecté ce périmètre. Merci. Vous avez donc la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs, j'aurais pu concentrer mon propos sur la qualité de l'air en Lorraine, compte tenu de la densité des parlementaires lorrains en face de moi. Mais je vais bien entendu redevenir plus sérieux. Mais l'air est bon en Lorraine, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. C'est-à-dire qu'il l'a été un peu moins bon à une certaine époque, surtout du côté de Longwy et de la vallée de la Fench. Certains le regrettent. Bien, Monsieur le Président, vous m'interrogez sur le coût économique et financier de la pollution de l'air dans le cadre de cette commission d'enquête. Je vais bien sûr répondre à vos questions dans la mesure de mes connaissances, mais en guise d'introduction, je voudrais vous rappeler l'engagement du ministère des Finances et des Comptes publics sur cette question qui, bien entendu, concerne l'ensemble de nos concitoyens. Aujourd'hui, le coût économique et financier de la pollution de l'air est mesuré et connu. En France, il a ainsi été évalué que la hausse de la mortalité, c'est-à-dire les décès prématurés, et de la morbidité, c'est-à-dire les nouveaux cas de bronchite chronique, les journées d'activité restreinte dues à la pollution atmosphérique, représente un coût entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Bien sûr, vous connaissez l'étude du Commissariat général au développement durable en date de 2013. C'est un chiffre qui n'est pas aisé d'interpréter car il représente en grande partie une perte de bien-être pour les individus qui est convertie, je ne sais pas si c'est possible, en valeur monétaire. C'est toutefois un signal qui ne peut pas être ignoré et que nous n'ignorons pas. Le ministère des Finances et des Comptes publics agit en effet à plusieurs niveaux. Le gouvernement a engagé une politique novatrice, réaliste et volontaire pour faire évoluer la fiscalité environnementale. Nous avons en effet concrétisé une réforme importante et, je crois, structurante au travers de la mise en œuvre de la contribution climat-énergie votée fin 2013. Le précédent gouvernement avait échoué à mettre en place une taxe carbone. Nous sommes parvenus à prendre en compte le coût du carbone dans la consommation des énergies. Cette réforme introduit une évolution des tarifs de TICPE qui tient compte pour chaque produit énergétique de ses émissions en carbone, c'est vrai, selon une trajectoire intégrant une valeur de la tonne de carbone. Celle-ci a été fixée à 7 € par tonne en 2014, 14,5 € par tonne en 2015 et 22 € en 2016. Le gouvernement a également, parallèlement à ça, fait significativement évoluer la taxe générale sur les activités polluantes, c'est-à-dire la TGAP, depuis 2012,
en particulier dans sa composante, entre guillemets, émissions polluantes. Aujourd'hui, l'émission de 18 substances est taxée avec des taux compris entre 5 € par kilo pour le zinc et le cuivre et 510 € par kilo pour l'arsenic. Nous contribuons aussi au financement de la transition énergétique. Le projet de loi relatif à la transition énergétique est en cours de discussion. Il sera accompagné par la mise en place d'un fonds exceptionnel de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans pour financer des actions d'accompagnement, notamment au travers d'appels à projets en faveur de territoires à énergie positive et des territoires zéro déchet. Par ailleurs, Bpifrance mobilise environ 800 millions d'euros par an de financement divers pour la transition énergétique. En 2014, environ 700 millions d'euros ont été consacrés au financement des énergies renouvelables. Ces exemples d'initiatives ne sont pas toujours directement liés à l'amélioration de la qualité de l'air, mais ils y contribuent indirectement, car il est nécessaire de consacrer les moyens à l'innovation pour permettre d'imaginer des solutions acceptables pour tous. Enfin, la lutte contre le changement climatique est un enjeu mondial. En tant qu'hôte de la COP21, la France a pour objectif de parvenir à un accord ambitieux en décembre en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. À cet égard, la question du financement climatique est tout à fait centrale et fera partie de l'accord et des décisions qui l'accompagneront. La stratégie définie conjointement par Michel Sapin avec son collègue péruvien Alonso Segura s'appuie sur 2 piliers. Le premier concerne la crédibilisation des engagements passés et plus particulièrement le respect de ceux pris à Copenhague, d'atteindre la cible de 100 milliards de dollars américains par an d'ici 2020 de financement climat, public et privé, des pays développés vers les pays en développement. Le deuxième pilier concerne la réorientation de l'ensemble des flux financiers pour le financement d'économies bas carbone et résilientes, ce qui passe notamment par une prise en compte des risques climatiques par l'ensemble du système financier mondial. Enfin, nous faisons en sorte que le cadrage budgétaire puisse tenir compte des enjeux liés à la pollution de l'air et permettre de préparer l'avenir. Une prime de 10 000 € a par exemple été mise en place en avril de cette année pour inciter au remplacement de vieux véhicules diesel par des véhicules électriques et ainsi moderniser la composition de notre parc automobile. Par ailleurs, le CICE, le pacte de responsabilité et de solidarité, représente en tout 40 milliards d'euros redistribués aux entreprises d'ici 2017 afin que celles-ci puissent restaurer leurs marges. Cet effort doit permettre aux entreprises des secteurs concernés d'investir, mais aussi de préparer la transition écologique. Le gouvernement mène donc des actions ambitieuses et résolues sur ces questions depuis 2012, et je le dis comme je le pense, le ministère des Finances et des Comptes publics fait tout pour accompagner ce mouvement. C'est d'ailleurs moi-même qui suis venu devant votre Assemblée pour soutenir la proposition de loi issue du groupe écologiste visant à instaurer des indicateurs de qualité de vie pour compléter le PIB. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité et c'est, je pense, un signal positif. La communication et la pédagogie autour de ces questions me semblent en effet essentielles, car ce sujet ne peut avancer que progressivement et doit s'appuyer sur le consensus. Voilà, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, propos général, mais j'ai bien noté les questions que vous m'avez transmises et je pense que vous allez les formuler et je vous transmettrai à ce moment-là les réponses que nous entendons y apporter. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette présentation, en tous les cas, votre implication au travers de cet exposé que je vais appeler introductif. Et sans plus tarder, je passe la parole à notre collègue rapporteur, Leïla Aïchi. Merci, Monsieur le Ministre, de votre exposé. Plusieurs questions. Le gouvernement a-t-il mené des études sur le coût économique de la pollution de l'air? Si oui, lesquelles? Quel organisme? Et qui est concerné par ce sujet?
La deuxième question concerne le diesel. On sait depuis 1983 que le diesel est cancérigène. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cet avantage fiscal que nous octroyons à un polluant cancérigène, puisqu'on sait qu'on a à peu près un avantage de 7 milliards d'avantages fiscaux octroyés au diesel? Ne pensez-vous pas que ces 7 milliards pourraient être fléchés, notamment au développement et à la recherche de véhicules propres? Merci, Monsieur le Ministre. Comme je le soulignais, Madame la rapporteure, dans mon propos introductif, le ministère travaille sur ces questions et agit en conséquence par plusieurs moyens. Tout d'abord en recherchant de nouvelles modalités de financement pour la transition énergétique, j'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure. Ensuite, en travaillant à rendre la dépense publique la plus efficace possible dans tous les domaines d'intervention de l'État. Enfin, en faisant évaluer la fiscalité lorsque cela s'avère nécessaire et utile. Je rappelle que c'est cette majorité qui a introduit une taxe carbone. Le coût économique et financier, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la pollution de l'air est avant tout un coût lié à la perte de bien-être des gens trop exposés à la pollution, d'où l'exposé d'avoir des indicateurs. Je viens de l'évoquer également à l'instant. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le Ministre. Dans le coût dont vous faites état, est-ce que vous intégrez dedans le coût de l'atteinte à la biodiversité, à la qualité de l'air, par exemple l'endommagement des façades? Ce n'est pas simplement un coût économique lié à l'aspect sanitaire, mais également sur d'autres éléments tels que l'eau, les terres et la biodiversité et les façades d'immeubles, par exemple, puisqu'on a eu, entre autres, une fourchette d'estimation pour les ravalements de façades appartenant au domaine public évalués en une fourchette entre 1 à 7 milliards d'euros. Bon, le gouvernement prend connaissance de toutes les études qui existent sur le sujet. Elles sont nombreuses et variées. Elles touchent des sujets qui parfois sont liés de près à l'émission de particules polluantes. Elles sont parfois liées de plus loin. Toujours difficile, vous parliez de l'eau par exemple, c'est un sujet que je crois connaître un peu, que j'ai l'occasion de connaître avec d'autres fonctions, qui là encore est différent suivant les territoires concernés. Moi, je n'ai pas de chiffrage exhaustif. J'ai évoqué tout à l'heure un chiffre issu d'une étude dont j'ai donné les références. Je ne voudrais pas échapper à la question que vous évoquez sur ce que vous présentez comme un avantage de fiscalité lié au diesel par rapport notamment aux autres carburants. Je pense à l'essence. Ce que j'observe, pardon de devoir chercher dans mes notes pour ne pas vous dire de bêtises, puisque j'ai prêté serment, l'écart entre la fiscalité sur l'essence et la fiscalité sur le diesel est un écart qui, ces derniers temps, s'est réduit. Certains diront trop légèrement. En tout cas, il s'est réduit sous l'effet de différentes mesures. Si j'observe les écarts dans les autres pays européens, en 2013, dans l'Union européenne, l'écart entre la fiscalité diesel et essence était de l'ordre de 12 centimes par litre en moyenne dans l'Union européenne, avec des écarts importants entre les pays. En Allemagne, l'écart est plus important qu'en France, tandis qu'il est inférieur en Italie, par exemple. La loi de finances initiale de 2015 a augmenté la TICPE sur le gazole, ce qui a permis de réduire l'écart entre le gazole et l'essence de 17 centimes d'euros à 15 centimes d'euros par litre. Nous avons, si j'ose dire, réduit l'écart de 2 centimes. Nous nous rapprochons donc de la moyenne de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que cette fiscalité pèse aux 2 tiers sur les ménages, ce qui, dans un contexte aujourd'hui favorable, mais pas forcément durable, je parle là bien sûr du prix de base des carburants, est néanmoins une charge sociale à laquelle nous devons veiller. On pourrait parler également des effets économiques. Je ne parle pas forcément de la filière automobile. Je ne suis pas très compétent pour parler de ces sujets. Je pense que d'autres ministres de Bercy pourraient l'être plus que moi. Budgétaire et fiscaliste, pas économiste, même si j'ai l'occasion de connaître la filière automobile,
mon travail est plutôt de travailler sur ces questions fiscales et budgétaires. Et donc, je pense aux conséquences, aux effets économiques, notamment sur l'ensemble du secteur. J'ai dit 2 tiers pour les ménages, c'est donc forcément 1 tiers pour les entreprises. Après, on peut toujours présenter cet écart comme étant une facilitation ou un avantage pour le diesel ou un inconvénient moins important. Enfin, je veux dire, le classer dans une niche fiscale, c'est évidemment, certains le font, c'est toujours une vraie question. Le Parlement a eu l'occasion d'évoquer ce sujet à plusieurs reprises. Je l'ai fait d'ailleurs moi-même, pour ne rien vous cacher, à titre personnel, lorsque j'étais encore parlementaire et député. J'avais manifesté à titre personnel ma bienveillance par rapport à un rapprochement entre la fiscalité du gasoil et de l'essence au cours de débats provoqués par certains groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, mais avec plusieurs précautions, la principale étant d'avoir ce rapprochement fonctionner par paliers et avec une certaine progressivité, parce que tout mouvement d'une trop grande brutalité me paraît à proscrire. Merci, Monsieur le ministre. Je propose à Jacques Chiron, s'il le veut bien. Et ensuite, oui, Monsieur le ministre, merci en tout cas de l'ensemble de vos réponses et de votre intervention. Moi, je voudrais revenir un peu sur la fiscalité du diesel. Je m'en excuse. Je vous cite un cas. Une SIC d'autopartage, c'est-à-dire une coopérative d'autopartage, qui va plutôt dans le bon sens, en évitant que l'ensemble des citoyens qui bénéficient, qui vont vers l'autopartage, aient un comportement vertueux. Lorsqu'elle achète des véhicules diesel, elle se fait rembourser l'ensemble de la TVA consommée. Lorsqu'elle, par contre, achète des véhicules hybrides à essence, elle ne peut pas se faire rembourser la TVA de l'essence. C'est une contradiction, je dirais, parce qu'on les incite à aller vers quelque chose de plus rationnel, hein, comme l'hybride. C'est le cas, par exemple, à Grenoble, avec la société Autopartage. Et si économiquement, elle regarde son équilibre économique, hein, elle est plutôt incitée à aller vers le diesel. Donc j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a une possibilité de changer ce système de remboursement de TVA, parce que vraiment, il est tout sauf vertueux. Si vous permettez de préciser le propos de mon collègue, c'est précisément le cas justement des taxis qui n'achètent pas d'autres véhicules et qui préconisent le diesel à cause du fait qu'ils ne puissent pas récupérer la TVA. Voilà, alors Monsieur le ministre, je vais vous proposer, comme la question est technique et précise, Non, c'est très intéressant d'y répondre. De toute façon, Et ensuite, je proposerai à plusieurs collègues un ensemble de questions, ce qui vous permettra parfois de répondre de manière plus groupée. Merci. J'ai plusieurs réponses, ou plusieurs non-réponses, Monsieur le Président. D'abord, en rappelant mes limites de ma connaissance technique sur le sujet, mais je crois savoir que les véhicules hybrides gasoil n'existent que très peu, voire pas du tout. Je dis très peu. Alors, je peux me tromper. J'ai rappelé ma connaissance. Grande vigilance des sénateurs, Monsieur le ministre. Oui, mais en tout cas, il m'a semblé... Il en existe. J'ai dit, il me semble qu'il en existe peu, mais encore une fois, je peux me tromper. Il y a sûrement des chiffres qui existent, mais je pense qu'un 3e étage à Bercy, ils savent mieux que moi. Et en tout cas, deuxième idée, qui est une forme de non-réponse, lorsque nous avons discuté des taux de TVA, la plupart des discussions ont eu lieu sur ce type de sujet. Les débats reviennent chaque année. Nous avons l'occasion régulièrement d'en reparler à l'occasion de chacune des lois de finances et souvent à plusieurs reprises. Moi, je préconise une certaine stabilité sur la TVA parce que réouvrir constamment des sujets est pour nous vraiment une vraie difficulté. Je
veut pas dire qu'il faut être éternel dans cette position, mais en tout cas, depuis que la discussion en profondeur, je crois que c'était fin 2013 ou 2014, a eu lieu sur l'ensemble des taux de TVA, avoir des mouvements incessants. Parfois, c'est coûteux, là, je ne suis pas sûr que ce soit franchement le cas, mais c'est une certaine absence de visibilité. Ce qui a été fait, je le redis, ces derniers temps sur les 2 centimes déductibles ou qui n'étaient plus déductibles sur la fiscalité sur le gasoil a permis un rapprochement significatif. Et je répète, à titre personnel, mais le gouvernement dans son ensemble et le Parlement, de toute façon, in fine, aura le dernier mot sur des évolutions qui pourraient amplifier le mouvement qui a été amorcé sur ce différentiel de fiscalité entre le gasoil et l'essence. Pas à moi de vous parler du problème du vieux diesel et du nouveau diesel. Là, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je lis ou ce que j'entends sur le sujet, c'est que les positions sur les anciens types de moteurs diesel et les nouveaux types de moteurs diesel, en ce qui concerne certaines émissions, probablement pas toutes. J'ai également entendu ou participé, je crois, à un débat dans votre assemblée avec l'une de vos collègues sur le sujet. Je crois que c'était un débat uniquement consacré à ça, je crois. Montre que c'est là encore contesté, y compris par des spécialistes qui disent qu'il est faux de dire que les nouveaux moteurs diesel, avec leur système de filtration, n'émettent aucune, ou en tout cas qu'assez peu de particules polluantes. Pas là pour en dire plus. Ce que j'observe, c'est que cela me semble contesté par un certain nombre d'observateurs, techniciens, scientifiques. Après, évidemment, des sujets qui sont délicats. Merci, Monsieur le ministre. Je vais passer la parole à Evelyne Didier, puis Louis Nègre et Nelly Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, 2 questions seulement. Je vais d'abord vous demander de nous dire quelle enveloppe budgétaire est prévue pour la loi de finances qui vient à propos des 10 000 € qui sont consentis lors d'un changement de véhicule. Est-ce qu'il y a une enveloppe prévue? Laquelle? Et ma deuxième question porte sur la COP21. Donc, effectivement, la France œuvre avec d'autres pour qu'on abonde le fonds vert pour 2020, les 100 milliards prévus. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la trajectoire qu'a prévue la France? Je suppose qu'on anticipe déjà un certain nombre, de telle sorte qu'on puisse effectivement fournir notre part d'ici 2020. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les sommes réservées et prévues au budget cette année et dans les années futures? Merci. Merci, ma chère collègue. Pardon, Louis Nègre. Monsieur le ministre, on sera sans doute d'accord en disant tous les deux que les transports en commun sont vertueux. Effectivement, ils produisent 1,5% de gaz à effet de serre, pendant que les véhicules particuliers font 25%. Pour autant, le gouvernement me paraît en pleine contradiction. Pourquoi? Parce que vous avez proposé la modification des seuils sociaux de 9 à 11 salariés. C'est une excellente nouvelle, c'est formidable, sauf que ça a une incidence directe sur le versement de transport. On a calculé au GART que c'était un transfert de plusieurs centaines de millions d'euros sur les collectivités locales. Alors, comme ces transports en commun, dont tout le monde s'évertue à dire qu'ils sont l'alpha et l'oméga, mais je constate que la TVA a augmenté de 7 à 10%. Je constate que la dotation pour les collectivités a diminué de 11 milliards, avec un impact direct sur les transports. Et maintenant, transfert de plusieurs centaines de millions par l'intermédiaire du versement de transport qui ne rentrerait plus. Comment éviter une telle catastrophe financière pour nos collectivités? Parce qu'il n'y aura que 2 solutions, Monsieur le ministre. C'est soit augmenter les impôts pour faire face à moins de recettes, soit diminuer le service, ce qui impactera directement nos concitoyens. L'outil financier qui finance les infrastructures et notamment le ferroviaire est l'AFITF. Bien. Mais l'écotaxe initiale pour alimenter l'AFITF a disparu. Elle a été remplacée par un prélèvement sur le carburant
intérieure. Je précise bien intérieure. 3 questions. Quelle est la pérennité de ce prélèvement alors qu'on a un PLF annuel, donc ça peut varier d'une année sur l'autre? Il faut, semble-t-il, 1,2 milliard d'euros à l'AFITF par an pour faire face à ces infrastructures à renouveler ou à améliorer. Ce prélèvement sera-t-il suffisant, actuel? Et enfin, comment éviter de pénaliser uniquement les transporteurs intérieurs français par rapport aux transporteurs extérieurs qui, eux, ne paieront pas ce prélèvement? Monsieur le ministre, pour donner droit à votre demande sur cette externalisation des coûts, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, parce que les questions sont nombreuses et un peu techniques et j'ai peur de les oublier. Commençons par d'abord une remarque générale sur la configuration de la loi de finances que vous serez amené à examiner et que, en tout cas, le Conseil des ministres examinera, je crois, le 27 septembre, si mes informations sont bonnes. Et elles doivent l'être. Elle n'est pas achevée, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur. Je suis aujourd'hui incapable de vous dire le contour exact de cette loi de finances, puisque je suis généralement transparent. Je n'ai pas terminé les conférences budgétaires que je conduis actuellement à la demande du Premier ministre. J'en ai une avant-dernière qui se déroulera après cette audition, et il y en aura encore une demain. On fera ensuite le point avec le Premier ministre, et j'imagine, vous pouvez d'ailleurs imaginer que, comme d'habitude, la procédure n'est pas achevée. Donc, je serai incapable de vous donner aujourd'hui des réponses précises, mais je vais néanmoins répondre à quelques-unes de vos interrogations. De toute façon, même si ces chiffres étaient arrêtés, ce qui n'est pas le cas, vous imaginez bien que je ne les communiquerai pas à ce stade. Nous aurons, je crois, le 9 juillet, un débat d'orientation des finances publiques dans cette maison, comme dans l'autre d'ailleurs. Et vous aurez là communication des lettres plafonds qui vous donneront déjà de premières indications. Sur la prime de 10 000 € pour les véhicules électriques remplaçant des vieux véhicules diesel. Ceci rentre dans le cadre du dispositif bonus-malus, qui est un dispositif qui n'est d'ailleurs pas forcément équilibré, qui a parfois été coûteux pour l'État, à certaines périodes, qui a parfois été, entre guillemets, un peu rentable. Et nous cherchons à adapter tous les ans les montants de bonus et de malus de façon à être le plus proche possible de l'équilibre. Et donc, il n'y a pas d'enveloppe pré-fléchée sur les 10 000 €. En tout cas, j'observe que tous les gouvernements, d'ailleurs, ont toujours tenu leurs engagements par rapport aux lois de finances que le Parlement a adoptées et ont abondé les crédits nécessaires sur, il me semble que c'est un compte d'affectation spéciale sur le bonus-malus. En tout cas, nous avons toujours mis les crédits en face lorsqu'il était nécessaire d'en rajouter entre les bonus et les malus. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Si vous en aviez, je voudrais vous rassurer en disant que nous honorerons évidemment toutes les primes qui se feraient droit liées au comportement des Français. La réponse sur votre seconde interrogation sur la COP 21, je ne sais pas si elle vous rassurera, mais vous savez que j'ai l'honneur de participer peut-être à un peu plus de conseils de ministres que d'autres secrétaires d'État. Il y a souvent des questions liées aux questions budgétaires. J'ai presque toujours entendu le ministre des Affaires étrangères ou la ministre de l'Environnement et du Développement durable faire un point sur l'avancement des discussions sur la COP 21. À savoir que cette affaire sur la COP 21 est engagée depuis plusieurs mois déjà, fait l'objet de l'attention, bien sûr, du gouvernement, notamment des ministres que je viens d'évoquer, mais aussi du président de la République, que le ministre des Affaires étrangères a déjà eu l'occasion de le dire, donc je peux le répéter, que la question du financement est bien la question centrale, que ces questions ont été préparées d'ailleurs, je crois que c'était à Lima, récemment, le président de la République s'y est impliqué, et donc nous aurons l'occasion effectivement de faire le point de la contribution de chacun des États. J'ai évoqué une somme globale tout à l'heure dans mon propos introductif. Évidemment que la France y prendra sa part, sinon ça n'aurait pas de sens.
Vous évoquez, monsieur le sénateur, le GART, les transports en commun, la TVA, le versement transport et le changement des seuils. Je conteste vos chiffres. Premièrement, vous évoquez une baisse des dotations qui aurait eu lieu de 11 milliards. C'est la prévision sur les 3 ans, et que je sache, nous ne sommes pas au bout des 3 ans. La baisse des dotations de l'État a été de 3,66 milliards, corrigé d'ailleurs en réduction par la prise en compte du FCTVA de quelques dizaines, voire centaines de millions. Et la trajectoire est de 11 milliards, et cette trajectoire s'échelonne sur 3 ans. Donc ne dites pas, comme vous l'avez dit, compte rendu en fera foi, que les dotations ont baissé de 11 milliards. Non, il est prévu que ces dotations baissent de 11 milliards sur 3 ans. Pour l'instant, elles n'ont pas baissé de 11 milliards. Deuxièmement, vous avez évoqué par la modification des seuils une perte de plusieurs centaines de millions d'euros sur le versement transport. Je conteste ce chiffre. Vous imaginez que le gouvernement, en ayant présenté cette disposition au Parlement, en avait quelque peu évalué le chiffrage, qu'à ce stade, la loi de finances n'étant pas votée, je n'osais même pas rêver que les collectivités concernées n'en demanderaient pas la compensation. C'est assez correct ce que j'ai dit politiquement. Et donc, nous aurons certainement l'occasion, au moment de la loi de finances, d'en discuter l'opportunité, voire les modalités. Mais je confirme une chose, c'est qu'il ne s'agit pas de plusieurs centaines de millions d'euros, comme quelques journaux malveillants ont bien voulu le véhiculer. Non, monsieur le sénateur, nous aurons l'occasion de comparer nos calculs. Mais écoutez, vous pouvez vous agiter sur votre chaise en disant c'est plusieurs centaines de millions d'euros. J'ai vu un journal qui évoquait 700 millions d'euros. J'ai moi-même été interpellé, vous l'imaginez, par un certain nombre d'autres parlementaires. Je conteste ce volume, et notamment pour l'Île-de-France, puisque le cas de l'Île-de-France ne nous aura pas échappé non plus, compte tenu des engagements qui ont été pris. Et nous aurons l'occasion de parler de chiffre à chiffre sur cette question de l'incidence du passage de 9 à 11 sur les assujettis au versement transport. Et je veux... Voilà. Moi, je conteste vos chiffres, vous contestez les miens. Je vous signale d'ailleurs que je ne vous ai pas donné de chiffres précis. Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas de 700 millions d'euros comme un journal malveillant a pu le véhiculer, ou mal informé, puisqu'en plus c'était la veille ou l'avant-veille du moment où la disposition a été annoncée et présentée au Parlement. Et nous aurons l'occasion de discuter, comme souvent, de la compensation ou pas de cette somme, dans quelle proportion et à qui. Vous évoquez également la question de la TVA sur les transports publics. La question de la TVA sur les transports publics a été tranchée, là encore, dans le débat que j'évoquais sur l'ensemble des taux de TVA. Il ne nous a pas échappé qu'il y avait une foultitude de demandes de TVA à taux réduit, que ce soit sur les travaux de rénovation dans les maisons, sur l'entrée dans les parcs zoologiques, de la TVA sur les leçons dans les centres équestres, que dans les parcs à thème, nous avons sur certains produits de la restauration, à savoir les salades avec couvert ou les jus d'orange avec verre en plastique. Nous avons eu ces débats de façon très prolongée. La situation des finances publiques nous a conduits, pour financer le CICE, à adopter 3 taux de TVA, à revoir quelque peu la répartition de ces taux de TVA, assez peu finalement d'ailleurs. Certains auraient pu le souhaiter, j'en étais, à ce qu'on fasse un aménagement plus important. Le gouvernement et la majorité ont décidé de fixer les choses, et je redis ma, comment dirais-je, mon opposition, mais en tout cas ma contrariété à voir des débats tous les ans changer des taux de TVA sur un certain nombre de produits. D'autant plus que bien souvent, il y a des règles européennes, il y a également des équilibres à tenir, et sur les transports, on observe d'ailleurs que l'application ou la répercussion à l'usager de la modification du taux de TVA dans les transports publics a été faite de façon inégale. Elle a parfois été faite par certains grands transporteurs publics, je pense à la SNCF,
elle a parfois été pas ou peu répercutée par d'autres opérateurs publics. Je pense à des transports urbains qui, bien souvent, ont absorbé cette hausse de TVA. Mais les déséquilibres que nous avons trouvés en début de mandat nous ont conduits à prendre un certain nombre de mesures pour redresser les comptes publics. Concernant la FITF, vous évoquez 1,2 milliard de dépenses nécessaires au budget de la FITF. Si seulement, monsieur le sénateur, si seulement. Le budget de la FITF, qui fait l'objet actuellement des discussions et des conférences budgétaires que j'évoquais en début de mon propos, font état de chiffres qui ne sont pas de l'ordre du 1,2 milliard. Le montant dépend. En 2014, la FITF a été dotée d'un ensemble de recettes qui lui ont permis de dégager 1,754 milliards d'euros. Chiffre exact, puisque j'y ai travaillé il y a peu de temps. Alors que nous avions au départ pensé y consacrer 1,9 milliard. C'était le budget de la FITF en début d'année 2014. Ce 1,9 milliard a été diminué, comme l'ensemble des budgets des ministères, par les mesures que nous avons dû prendre en cours d'année pour satisfaire nos objectifs de réduction de dépenses. Donc on est arrivé finalement à 1,754 milliards de dépenses utiles, c'est-à-dire indépendamment de ce que vous avez vous-même évoqué, qui est l'indemnité due à la société Ecomove. Je parle bien là de dépenses utiles. Cette année, nous n'aurons pas, en tout cas, nous aurons beaucoup moins de dépenses liées à l'indemnité Ecomove. C'était un peu supérieur à 300 millions, je crois que c'était 350 millions en 2014. Ce sera d'une quarantaine de millions, puisqu'on a payé maintenant le premier gros morceau. Maintenant, il n'y a plus qu'une indemnité résiduelle à verser tous les ans. Et donc, le budget de la FITF est actuellement en cours de discussion et d'arbitrage. Je me garderai bien de donner à ce stade un chiffre. Allez, je vais aller au-delà de ma condition. Je pense qu'il ne saurait être inférieur à ce qui a été en 2014, après les réductions qui ont eu lieu. Pardon, merci Monsieur le Ministre. Je vais donner la parole à Nelly Tocqueville, puis François Grosdidier. Et avec votre autorisation, je poserai également quelques questions pour vous permettre des réponses groupées. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez déjà répondu par anticipation, puisque concernant la COP21, vous avez évoqué les engagements financiers des uns et des autres. Donc, ma question va être plus courte. Disposez-vous d'éléments objectifs qui permettent à ce jour d'envisager un consensus et de dire que les engagements financiers seront tenus? Je ne vous demande pas à quelle hauteur, puisque vous avez dit qu'à ce jour, c'était difficile. Je vous remercie. François Grosdidier. Oui. D'abord, je ne vais pas reprendre, vous avez répondu, mais avec la réflexion sur dire aujourd'hui le régime fiscal très à la faveur du diesel et très à la défaveur des véhicules polluants, et donc je ne veux pas dire que les réponses paraissent satisfaisantes. Je voudrais dire que la perspectivité aussi et les difficultés, c'est ce dont on parlait avec votre collègue de l'écologie tout à l'heure, sur la difficile acceptabilité d'un certain nombre de mesures par nos concitoyens dès lors qu'ils n'ont pas le sentiment qu'on met en œuvre le principe du pollueur-payeur, et notamment sur, par exemple, la fiscalité des carburants, quoi. On sait, pour ceux qui, comme vous, comme nous, habitent une région frontalière, qu'on subit un transit international, qui ne paye pas le coût économique et environnemental de son transit et qui, après l'abandon de l'écotaxe poids lourd, va continuer à ne pas le payer, puisque même l'augmentation de la TGAP, l'augmentation du prix du diesel n'est pas payée, bien sûr, par des poids lourds qui font le plein au Luxembourg, pas loin de chez nous, avant de traverser la France. Donc, ça pose un problème environnemental, mais aussi celui de la compétitivité de notre pays. C'est-à-dire qu'on est en train de se priver de moyens
de réduire des coûts chez nous et de faire payer, par la concurrence internationale, le coût environnemental. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact négatif sur l'économie et sur le budget. J'aurais aimé savoir si cela a été chiffré. Et le non-report du transit international au détriment des finances publiques françaises, j'aurais aimé savoir si cela avait été chiffré. Et puis, notre sujet, c'est vraiment le coût économique et financier de la pollution de l'air. Je voulais savoir de façon plus précise que vous n'avez répondu, mais ça vous est peut-être difficile de répondre davantage si effectivement il n'y a pas ces données, à savoir comment sont estimés pas seulement le coût sanitaire de la pollution de l'air, en sachant en plus qu'il peut y avoir controverse, qu'on est souvent sur le cancer a des causes multifactorielles, résultant souvent d'effets à long terme, donc assez difficilement mesurables, mais également est-ce qu'on a estimé d'autres impacts environnementaux. Je prends par exemple la disparition des abeilles, le coût de la pollinisation qui devrait être compensé. Je veux dire, on sait qu'aux États-Unis, on pollinise par avion. Donc on a peut-être ce sujet met le doigt sur peut-être des éléments qui ne sont pas quantifiés dans le PIB, qui devraient amener le ministère de l'Économie et des Finances à rentrer des agrégats qui n'y sont pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réflexion en ce sens s'il n'y a pas les données? Voilà, Monsieur le ministre, première question concernant vraiment le sujet à l'ordre du jour. Le ministère des Finances et des Comptes publics pourrait-il mettre en œuvre un dispositif d'évaluation du coût économique et financier de la pollution de l'air? Puisque, après différentes auditions, nous avons bien constaté que les données, à la fois, dans un certain nombre de cas, datent, et surtout qu'elles sont éparses. Et si votre ministère, en tous les cas, y procédait, nous ferions, en tous les cas, nous souhaitons que, au départ, l'ensemble des secteurs d'activité et des interlocuteurs possibles soient identifiés avec un constat partagé. Deuxième question, elle est liée, mais elle touche à la fiscalité écologique, notamment en rapport du principe pollueur-payeur. Est-il, par exemple, envisageable de voir émerger la création d'une nouvelle taxe sur les polluants de l'air, comme on a une taxe carbone, une nouvelle taxe ou une taxe environnementale mieux ciblée pourrait-elle en remplacer une autre? Enfin, en clair, le ministère dont vous avez la charge envisage-t-il, comme il le fait pour l'impôt sur le revenu ou la fiscalité locale, une remise à plat de la fiscalité écologique en lui donnant, je dirais, des directions qui soient plus lisibles pour l'ensemble des interlocuteurs? On dit habituellement qu'un ange passe. Oui. Non, mais j'essaie de me remémorer l'ensemble des questions. Bon, à ce stade, concernant la COP21, je ne peux être plus précis sur le financement, madame, que j'ai évoqué tout à l'heure. Je dis que l'attention est de tous les instants. Il m'a semblé qu'il y a eu des progrès, des engagements qui avaient été pris, notamment par les pays asiatiques. Souvenir quelques communications du ministre des Affaires étrangères sur le sujet. Des évolutions intéressantes ont été enregistrées. Mais vous dire à quelle hauteur et combien, je ne suis pas au cœur de ces négociations et je ne pourrais pas vous répondre plus précisément. L'acceptabilité des évolutions par nos concitoyens, le principe pollueur-payeur, j'entends bien. Intellectuellement, nous sommes tous d'accord pour appliquer ce type de principe. J'ai aussi, vous allez peut-être me trouver frileux, mais quelques souvenirs sur des discussions
nocturne parlementaire sur les différents types de TGAP, sur les différents seuils, sur les plafonds, les planchers, la complexité de ces dispositifs. Franchement, nous sommes assez peu nombreux, et je ne me mets pas forcément au rang de ceux-là, à comprendre comment fonctionne un certain nombre de TGAP, puisqu'il y en a plusieurs, sur les phytosanitaires, sur la qualité de l'air, il y en a plein, sur les déchets. Et les dispositifs sont d'une complexité quand même assez rare. Ce que j'observe, c'est que ça existe. L'analyse qu'en font certains, c'est que ça reste en volume très insuffisant. J'entends souvent cet argument, que les produits financiers de cette TGAP, qui est souvent affecté à des organismes ou à des missions, sont assez faibles en regard des pollutions qu'elles sont censées ralentir ou du moins financer des systèmes de lutte contre ces pollutions. La question des péages qui a été évoquée à plusieurs reprises, je n'ai d'ailleurs pas évoqué tout à l'heure devant votre collègue la petite pique concernant les péages de transit, les péages écomove pour l'écotaxe, pour faire court. Et François Grosdidier a raison de souligner certaines difficultés qui finalement revient à faire payer par les utilisateurs intérieurs les infrastructures, notamment, qui sont utilisées par ceux qui traversent purement et simplement le pays, et qui, en le traversant, non seulement usent nos infrastructures, mais émettent un certain nombre de pollutions, que ce soit du carbone ou des particules qui sont visées par votre travail. Moi, je pense intuitivement que la réponse devrait être une réponse européenne. D'autres pays ont cherché des réponses. Il me semble que l'Allemagne avait imaginé, il y a quelque temps, peu de temps, de créer une taxe qui s'appliquerait à tous les véhicules, mais que les Allemands, finalement, n'auraient pas payé, puisqu'elle serait déductible d'une contribution annuelle qu'ils versent chacun pour ayant un véhicule. Il me semble avoir lu ces derniers jours qu'ils sont en train d'abandonner cette idée. Mais qui était une idée astucieuse. Je ne sais pas si elle est intelligente, mais en tout cas, elle était astucieuse, puisqu'elle permettait de ne faire peser des contributions que sur ceux qui traversaient leur pays. Ça avait d'ailleurs provoqué un tollé, François Grosdidier le sait bien, des frontaliers notamment avec l'Allemagne, puisqu'il est sénateur de la Moselle, qui se disaient « mais nous allons devoir payer alors que les Allemands avec qui on travaille ne payeront rien finalement, puisque ce qu'ils vont payer, ils vont le déduire de ce qu'ils payaient déjà avant. » Donc je pense que cette question est une question européenne, qui doit se traiter au niveau européen. Mais je reconnais que les questions n'avancent guère, et puisqu'il évoquait les différentiels de fiscalité, notamment entre la France et le Luxembourg, source évidemment de pertes fiscales pour la France, et à l'inverse, à l'évidence, de recettes fiscales pour nos voisins, petits pays. J'ai rencontré, pour ne rien vous cacher, il y a quelques mois, le ministre des Finances luxembourgeois, à la veille justement d'un moment où je crois qu'ils augmentaient leur TVA, c'est même sûr, et lui fait état des différences. C'était sur le tabac, par contre. Je fais une petite confusion. Mais en tout cas, ils viennent récemment d'augmenter leur TVA. Mais paradoxalement, ils ont baissé les taxes simultanément à la hausse de la TVA, ce qui en fait n'a conduit à aucun rapprochement du différentiel fiscal entre nos pays. Il devrait exister, à mon sens, des volontés pour le moins, et trouver les moyens pour que nous puissions rapprocher la fiscalité de nos pays, surtout quand ils sont frontaliers, sauf à trouver des systèmes dérogatoires qui sont toujours très difficiles à mettre en place. Parce que même des zones tampons, finalement, représentent toujours des frontières quelque part, même si on les recule, si on les multiplie en les amoindrissant. Donc, la seule solution, la seule voie qui me semble pouvoir répondre un jour
à ces questions de fausse concurrence, de concurrence déloyale, de non-respect du principe pollueur-payeur, c'est d'avoir un traitement européen de l'utilisation des grandes infrastructures. On pense bien sûr notamment aux autoroutes, avec un système équivalent, parce que vous savez fort bien que des tentatives ont été faites pour explorer les moyens d'avoir une taxe qui soit à la fois euro-compatible, mais non contraire à notre propre constitution, et que le gouvernement a été conduit à abandonner ces différentes pistes, parce qu'un jour on était en contradiction avec Bruxelles, et un jour on était en contradiction avec notre principe d'égalité des contribuables chez nous, à l'intérieur de notre pays. Et donc pour l'instant, nous en restons à la solution qui a été trouvée, qui permet de financer un peu plus et un peu mieux la FITF, faire d'ailleurs contribuer, je le rappelle au passage, les sociétés autoroutières au financement de la charge publique, à hauteur de 100 millions d'euros par an, en plus d'ailleurs de ce qu'elles contribuent déjà au travers des différentes taxes qui existent déjà et qu'elles acquittent. Monsieur le Président, vous ou d'autres ont évoqué la question des autres éléments qui ne sont pas quantifiés dans les conséquences environnementales, des pollutions de l'air, ou en tout cas, la question a été clairement posée, y a-t-il une recherche d'une véritable taxation sur le principe pollueur-payeur? Je vous renvoie bien sûr, mais ça reste très partiel, sur les indicateurs que j'évoquais tout à l'heure suite à l'adoption de la proposition de loi de Madame Sas. Mais ensuite, je vous dis quand même ma perplexité devant la chose. Les pollutions de l'air, nous avons beaucoup évoqué la question du diesel, mais les pollutions de l'air ne sont pas que l'effet du diesel. Elles sont l'effet souvent aussi de l'industrie en général. Pardon de refaire ce clin d'œil, mais je suis né à côté des hauts fourneaux. J'ai vécu dans l'hydrogène sulfureux. Voilà. Ça va pas trop mal pour l'instant, mais enfin, ça peut avoir des conséquences à long terme. Le sénateur Grosdidier a raison. Mais c'est vrai que la pollution industrielle, alors je parle là des industries sidérurgiques qui malheureusement sont moins présentes sur notre territoire, mais bien sûr on pourrait parler des industries chimiques dont les émissions sont également parfois, peut-être trop souvent, l'occasion de mesurer des pollutions de l'air. Et donc les facteurs étant multiples, il est toujours pas simple de voir quelle proportion vient de, j'allais dire, de la voiture ordinaire, du transport en commun, de la centrale à gaz, de l'usine chimique, tout ça dans un contexte où je pense qu'il sera difficile d'avoir quelque chose de plus efficace, mais qui est déjà assez opaque par rapport à ce qui existe déjà actuellement en forme de TGAP. Alors, conduisons-nous des travaux? Est-ce que c'est au secrétariat d'État au budget, voire au ministère des Finances de le faire? Je pense évidemment que ça ne peut se faire sans le ministère de l'Économie, sans le ministère du Développement durable et sans le ministère de la Santé, qui, je crois, devrait intervenir peu de temps après moi. Voilà, merci Monsieur le Ministre. Une dernière question de notre collègue rapporteur, Madame Aïchi. Merci Monsieur le Ministre. Justement, en transition de ce que vous venez de dire, quel est le budget de la Sécurité sociale, Monsieur le Ministre? À quelle hauteur s'élève le déficit, compte tenu du fait que vous avez tout à l'heure fait état d'une étude qui évalue le coût sanitaire à entre 20 et 30 milliards d'euros? Et quelles seraient, selon vous, en matière fiscale, quelles pourraient être les mesures à prendre pour lutter justement contre la pollution de l'air? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Bon, vous connaissez, je pense, vous trouverez facilement l'ampleur du déficit de la sécurité sociale. L'ensemble des régimes sociaux perd aujourd'hui autour de 13 milliards d'euros par an. La branche maladie à elle seule ayant un déficit, j'espère ne pas vous dire une bêtise, sinon j'allais être ridicule, je crois de 9,8 milliards, c'est-à-dire un peu moins de 10 milliards. Ça peut paraître énorme. On a enregistré des déficits il y a peu de temps qui étaient de l'ordre de
plus de 25 milliards sur l'ensemble des branches. Aujourd'hui, nous l'avons réduit, nous, collectivement, peu importe qui, ça avait commencé un peu avant nous, nous avons ramené à moins de la moitié pour un ensemble de dépenses sociales qui est de plus de 500, 600 milliards d'euros, et une dépense publique qui est au total de 1200 milliards. Alors, chacun dira c'est énorme ou c'est pas énorme. En tout cas, moi, je m'inscris souvent en faux contre l'idée qui consisterait à dire que le déficit de nos régimes sociaux est abyssal. Il est encore trop important. Il y a une dette qu'il nous faut couvrir, oui, mais ça reste quand même d'une ampleur, voilà, d'une ampleur mesurée, en tout cas maîtrisée. C'est ce que j'ai envie de vous dire sur l'ampleur du déficit. Alors, ce coût de 30 milliards, 20-30 milliards que j'évoquais tout à l'heure, il résulte d'une étude qui n'est pas un coût budgétaire, mais qui est un coût évalué monétairement par rapport à un certain nombre de nuisances qui ne sont pas toutes faciles à quantifier en espèces sonnantes et trébuchantes. Je vous renvoie à cette étude que nous avons trouvée, nous en tout cas, dans nos cartons. Voilà. Monsieur le ministre, et selon vous, quels seraient, en matière fiscale, les leviers pour justement lutter contre la pollution de l'air ? J'ai évoqué tout à l'heure les dispositifs de TGAP qui existaient, dont je continue à trouver qu'ils sont absolument incompréhensibles pour la plupart des Français. Je dis bien incompréhensibles, je n'ai pas dit qu'ils étaient insupportables, qu'ils étaient injustes. Je pense que c'est vraiment devenu une affaire de spécialistes et je le regrette, parce que ça ne sert pas à la démocratie et ça ne sert pas en général l'acceptabilité sociale de ce genre de taxes. Le gouvernement a, en tout cas en ce qui le concerne, pris l'engagement de ne plus créer de nouvelles taxes. Nous avons beaucoup travaillé sur la mise en place de la contribution climat-énergie, dont je veux quand même ici rappeler l'importance, puisque plusieurs tentatives précédentes avaient échoué. Nous sommes en train de réfléchir, ce n'est pas un secret, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, on a demandé ce qu'on rajoute, de l'évolution possible de la CSPE, de la contribution public de l'électricité, sur le service public de l'électricité, puisque nous avons quelques problèmes juridiques sur la CSPE. Certains ont été réglés parce qu'il y avait des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité qui avaient été déposées, qui nous menaçaient quand même assez fort. Je crois que certains de ces problèmes ont été réglés par les plus hautes juridictions, mais d'autres subsistent à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, beaucoup s'interrogent, je ne sais pas si Ségolène Royal l'a évoqué tout à l'heure, en tout cas moi je sais quelles sont ces interrogations sur ce sujet, sur le fait que cette contribution ne porte que sur l'énergie électrique. D'autre part, bon, il y a peut-être lieu de revisiter à un moment donné les choses. Le plus urgent sera de se mettre en conformité par rapport au droit européen, ça c'est évident, ça s'impose à nous. Nous travaillons beaucoup sur ces questions. Après, comment articuler la CSPE et la contribution climat-énergie, comment éventuellement envisager une harmonisation entre les différentes formes d'énergie. Vous savez que le débat avait été difficile pour savoir si la contribution climat-énergie devait être appliquée à la partie énergie électrique. Bon, les choses vont être maintenant ce qu'elles sont. En tout cas, je n'imagine pas une ambition, une évolution très significative à court terme, parce que il faut travailler sur notamment ces questions de compatibilité au niveau européen. Nos services travaillent beaucoup. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir en loi de finances. Voilà. Et Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Voilà.